Bonjour à tous et bienvenue à tous nos internautes fidèles désormais des Paroles Libres. Une nouvelle édition aujourd'hui et nous parlons de politique du logement, la politique du prochain quinquennat. Et nous sommes en compagnie d'un bon connaisseur de ces questions, Saïd Hamada, député de La République En Marche. C'est la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 2017. Bonjour Saïd Hamada et bienvenue Bonjour. ici. Vous êtes d'ailleurs de nouveau candidat aux prochaines élections législatives pour le mois de juin sous la même étiquette, enfin sous l'étiquette Renaissance pour être très précis. Juste quelques mots pour vous présenter. Marseillais donc, est venu des quartiers nord de Marseille. Je le précise, c'est intéressant pour notre discussion, des quartiers très populaires, on le sait sans doute, Ouais. où vous avez vécu et milité très tôt, notamment au sein d'un think tank Avenir Marseille Égalité. Et je pointe ce mot d'égalité, mixité, égalité, au centre de vos préoccupations, y compris dans votre vie politique. On l'a vu assez rapidement, vous le confirmez. Oui, oui, tout à fait. Alors juste retour, c'est ce que nous allons faire sur ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron, donc auquel vous avez participé, sur votre action aussi au Parlement, à l'Assemblée nationale, où vous avez été nommé porte-parole du groupe La République En Marche, c'était en 2019, et vous avez été aussi membre de la Commission des Finances, Économie Générale, Contrôle budgétaire, rapporteur d'ailleurs du budget des affaires maritimes. Je le signale au passage, puisque vous êtes beaucoup intéressé au transport et aux carburants marins alternatifs pour éviter qu'ils ne polluent le port de Marseille. C'est un des Vous êtes bien informé. Hein. qui touche les quartiers bien nord, travaillé. absolument. Mars 2000, on va quand même aller déjà vous entendre. Pourquoi très vite ce choix de la politique et très vite en direction de ces questions-là que je viens de mentionner? Pourquoi la Rapidement. politique? Ah oui. Pour aller vite. Deux raisons. Une première, pas très heureuse, et même pas heureuse du tout. Ça a été l'assassinat d'un jeune Français d'origine comorienne d'une balle dans le dos par les couleurs d'affiche du Front National en 1995. À Marseille, donc. À Marseille, dans la circonscription dans laquelle je suis élu aujourd'hui. Et à ce moment-là, je me suis dit, il est possible en France de prendre une balle dans le dos juste à cause de sa couleur de peau. Et je ne me voyais pas vivre dans un pays, dans une ville comme ça, sans participer politiquement à ce que ça change. Et donc ça a été l'une des raisons de mon engagement. La deuxième, beaucoup plus légère, je participe à un conseil municipal et j'entends des élus prendre la parole, que je ne citerai pas, qui sont encore en politique aujourd'hui. Et là, je sors du conseil municipal et je me dis non, il n'est pas possible que je laisse des personnes comme ça décider pour moi, pour ma ville, pour ce qui se passe dans nos rues, etc. Et donc, vous savez, moi j'avais une idée du politique forcément meilleure que nous, un peu idéalisée si vous voulez. Ils sont forcément très bons, très instruits, ils connaissent leur sujet, leur dossier, ils nous défendent, ils nous représentent. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, ça a été la source de mon engagement politique. Et donc cet engagement sur le thème, beaucoup de la politique de la ville, tout en étant assez critique sur son bilan, Ouais. on va le faire tout de suite. Je voulais juste mentionner encore un point très important dans votre action politique, en plus de ce que nous avons rappelé. En mars 2021, Jean Castex, donc ancien Premier ministre, vous a chargé d'une mission sur, je cite, l'égalité des chances vue sous l'angle de l'équité territoriale. Et là, vous avez fait 18 propositions, alors pas que sur le logement bien sûr, les transports, le versement des aides sociales, soutien aux associations. J'ai été suivi là du coup. Voilà. J'ai été suivi par le président. Et sur le logement social. Donc revenons sur ces propositions, plus précisément le logement. Ah ben écoutez, si on devait... sur le constat duquel vous êtes parti. Ça rejoint d'ailleurs ce que vous évoquez sur la question de la politique de la ville. Moi je pense qu'on a eu un peu trop l'habitude dans notre pays de fonctionner en silo et d'opposer du coup les territoires les uns aux autres. Lorsque j'ai parcouru le pays, quelques déplacements, pas énormément parce qu'on était en période de confinement, fin de confinement, je me suis rendu compte qu'en fait les principaux obstacles au développement de ces territoires, ce que j'appelle les territoires oubliés de la République, qui sont à peu près les mêmes que l'on soit en QPV, territoire politique de la ville, ou dans les territoires ruraux. Et vous avez globalement la question de l'accès aux soins, la question de l'accès aux services publics, la question de la formation, de l'éducation, du logement. Et ça, vous l'avez partout. Est-ce que je peux ajouter du transport qui isole quand même? Et du transport, évidemment, que j'oubliais, vous avez raison de le citer. Et donc on a
ces mêmes problématiques et du coup ne pas traiter ces problématiques de la même manière, même si les réponses sont différentes. En tout cas, avoir une approche globale sur ces territoires oubliés de la République me semble être une erreur. Et le résultat au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 40 ans de politique de la ville sur ces territoires, on ne peut pas dire que l'objectif initial qui était de faire en sorte que l'écart à la moyenne se réduise soit atteint. Bien au contraire. Et au moment d'ailleurs du plan Borloo, moi j'avais rencontré Jean-Luc Borloo et lui aussi d'ailleurs était assez gêné, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire autre chose, du fait que lorsqu'il allait sur les plateaux télé et qu'il parlait de la politique de la ville, on lui posait la question de savoir, M. Borloo, à partir de combien de millions est-ce que vous estimerez que en gros, le job est fait, que M. Macron a répondu à vos sollicitations? Et il répondait très justement, en fait. Ces territoires ne sont pas des pays en voie de développement, on n'est pas en train de distribuer une enveloppe. On est en train de faire en sorte que les Français vivent de la même manière, qu'ils aient les mêmes droits, les mêmes devoirs partout sur le territoire, que le champ des possibles soit le même. Et donc là, ce n'est pas une question uniquement financière, en tout cas, ce n'est pas par ce bout qu'il faut le prendre. Le bout qu'il faut prendre, c'est le résultat qu'on veut atteindre. S'il faut des moyens, on en met. Mais ce n'est pas en essayant de reboucher des trous qu'on arrivera à comprendre pourquoi est-ce que ces trous existent. Et donc travailler à la racine me semble plus pertinent et surtout de manière décilotée, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'un peu plus global. Je pense qu'un ministère de l'Éducation nationale, lorsqu'il fait du dédoublement de classes dans des territoires prioritaires, il ne fait pas de la politique de la ville. Il est en train de rattraper un retard. Lorsque le président de la République vient à Marseille et dit on va mettre 1 milliard sur les transports ou sur les écoles, il ne fait pas de la politique de la ville, il rattrape un retard. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse sur ces territoires, rattraper des retards criants, manifestes, alors que ce soit l'État ou les collectivités, peu importe, ou à la limite chacun dans le cadre de ses compétences, mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir comme objectif. Parce que, je termine là-dessus et vous laissez poser une question, c'est quand même l'objectif. Si vous prenez les quartiers QPV, à partir du moment où vous y entrez, vous n'en sortez plus. Je ne connais pas un seul quartier QPV qui soit sorti de ce label, entre guillemets, QPV. Justement parce qu'on travaille en silo. Et donc moi, j'aimerais qu'on soit un peu plus agile. Voilà. Ce qui va nous amener effectivement très directement à la question du logement social. Et pour répondre à tout ce que vous venez de dire, il y a une loi que vous avez certainement approuvée, et on va insister sur l'amendement que vous avez fait adopter sur cette loi en matière d'urbanisme et de mixité sociale. C'est la loi 3DS, donc, qui est passée pendant le mandat d'Emmanuel Macron. C'était en février, elle est assez récente, février 2022, il me semble. Ouais, au début de cette année. Donc une loi qui, en application, donc pour aller dans le sens justement de la déconcentration, de la décentralisation, on va dire aussi de la différenciation. Et vous avez fait adopter un amendement que je trouve, qui nous paraît très important. Est-ce qu'on peut le préciser avec vous? Et ça nous amène à la loi SRU que bien entendu vous soutenez. La loi SRU. Écoutez, l'amendement que j'ai fait voter, qui me semble être un amendement d'évidence, qui aurait dû être adopté d'ailleurs au moment où la loi SRU a été adoptée, c'est de dire que sur les 3 principales villes de France, Paris, Lyon, Marseille, pour lesquelles on applique le même taux de logements sociaux à l'échelle de la ville, ces villes-là étant extrêmement importantes, en tout cas en population, méritaient un traitement différencié. Et que donc qu'on ait un minimum de construction de logements sociaux par arrondissement et pas uniquement à l'échelle de la ville. Et donc j'ai fait passer un amendement qui obligera demain Paris, Lyon, Marseille à construire à minima 15% de logements sociaux par arrondissement. Vous savez, à Marseille, une ville que je connais bien, que vous connaissez aussi, à ce que j'ai compris, on a sur certains arrondissements, et notamment le nord de la ville, 50, voire plus de 50% de logements sociaux. Et dans d'autres territoires, enfin, d'autres arrondissements, vous avez 4, 5, 6% de logements sociaux. Et ça, c'est évidemment inéquitable au possible, si vous voulez. Du coup, vous n'avez pas une homogénéité de la ville, vous n'avez pas de mixité sociale, vous avez une concentration de logements sociaux et donc aussi de gens modestes, voire pauvres, dans une partie du territoire. Et puis le reste ailleurs, vous avez des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Et donc moi, je pense qu'en tant que législateur, ma responsabilité, c'est de faire en sorte justement que ce principe de cohésion nationale, qui à mon avis est un leitmotiv pour tous les démocrates républicains de ce pays, puisse s'exercer. Pour ça, il faut que les gens puissent se rencontrer, se mélanger. Moi, j'ai connu ça à une certaine époque. Et on a perdu du terrain sur ce sujet. Donc pour les 3 principales villes françaises, d'autres villes pourraient donner les chiffres que vous avez donnés d'ailleurs, on demande 15% je crois minimum pour les arrondissements, c'est ça? 15% par arrondissement. Par arrondissement. Pour Paris, Lyon, Marseille. Difficilement applicable selon vous, là je m'adresse à l'homme politique. Applicable, en tout cas, ce que pourront dire... quelle échéance à votre avis? Ce que pourront dire les maires de Paris et Lyon, Marseille, dire voilà, maintenant je suis obligé de le faire, c'est la faute de Saïd Hamada. Pour citer mon nom s'ils le souhaitent. Ils n'auront pas... Parce qu'en fait, la vraie problématique, puisqu'on est entre nous,
Si je prends l'exemple de Marseille, les arrondissements où vous avez peu de logements sociaux sont ceux qui votent le plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc quand vous êtes élu local et que vous devez prendre des décisions, et notamment la décision de construire du logement social dans ces arrondissements, outre les problèmes de foncier, etc., qu'on pourra aussi citer, qui existent, ben, du coup, vous savez que vous allez mécontenter ceux qui votent, sans forcément avoir un retour, entre guillemets, sur investissement politique, parce que ceux qui vont en bénéficier par ricochet ne vont pas forcément se déplacer aux urnes. Et donc, c'est là où le législateur, avec ce rôle justement de représentation des Français au niveau national, peut avoir un impact, et de dire, ben voilà, nous on prend cette responsabilité. C'est notre responsabilité de le faire, comme le président a pris sa responsabilité en mettant 1 milliard sur Marseille. On vient réduire les écarts, favoriser la mixité sociale, le rendre obligatoire, justement pour décharger les élus locaux de ces problématiques politiques, voire politiciennes, et donc les obliger à construire du logement social. Alors venons-en à l'actualité immédiate, et nous sommes à une période charnière intéressante. Les élections législatives ne sont pas encore arrivées. Un tout nouveau gouvernement vient d'être formé. Alors évidemment, la première question, elle ne vous surprendra pas. Il n'y a pour l'instant que les ministres qui ont été nommés, mais on n'a pas vu de ministre au logement. Votre première réaction là-dessus, Saïda Hamada, vous allez nous dire il faut attendre? On garde le meilleur pour la fin. C'est votre réponse? Non, mais il était clair. Vous n'avez pas le sentiment que ça envoie un mauvais message? Bon. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir ce qui se passera juste après les élections législatives, notamment la qualité, le nom de celui qui sera nommé sur ces problématiques. Je n'ose pas imaginer que ce ne soit pas fait. Il avait été très clair dès le départ que ce gouvernement serait nommé en 2 phases, une première phase avant les élections législatives, une deuxième après. Et donc je pense que c'est ces 2 phases qu'il faut examiner et pas s'arrêter au milieu du chemin, entre guillemets, sans savoir ce sur quoi on atterrira à la fin de l'élection législative. Donc je vous invite à me reposer la question juste après la formation du 2e gouvernement, et à ce moment-là, je pourrais vous dire exactement quel est mon sentiment. Mais je pense qu'on ne sera pas déçus. Alors le contexte, évidemment, a beaucoup bougé dans ces dernières semaines, y compris si l'on reprend toutes les propositions qu'avait fait Emmanuel Macron et d'autres candidats, bien sûr, pour la question du logement. Quand même, je voudrais revenir sur le fait que le logement reste, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, je crois, le premier poste de dépense des Français. C'est donc une inquiétude pour beaucoup de ménages. Une dépense pour le logement qui représenterait 21% du budget des ménages en 2020. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Je ne sais pas si ils ont augmenté ou pas dans la période qui arrive maintenant. Et on a le sentiment quand même que cette question du logement n'était pas forcément au cœur des débats de la présidentielle. Je rappelle que la Fondation Abbé Pierre, c'était en février 2022, en publiant son rapport sur le mal logement, se plaignait un peu peut-être d'un intérêt insuffisant sur les questions du logement social. 4 millions de mal logés encore dans notre pays et presque 2 millions, je crois 1,8 million précisément, de ménages en attente d'un logement social. Vous-même, vous avez été assez critique parfois sur cette politique du logement, bien que député En Marche. Oui, mais ce qui prouve qu'on peut être député Tout à fait. et avoir des positions et essayer d'avoir des arbitrages. Mais de manière globale, je pense que il faut avoir quelque chose d'un peu plus agile là aussi sur ce qu'on appelle logement et logement social. Parce que tout dépend. Vous dites qu'on n'a pas assez parlé de logement. Si on prend, alors juste pour finir là-dessus, oui. si on prend les propositions du président de la République sur la rénovation, sur la garantie des loyers, bon, il y a des choses qui concourent à la fois à sécuriser les Français dans leur logement et puis qui parlent de pouvoir d'achat. Si on parle maintenant de logement social, qui est un des maillons du coup de la chaîne du logement, c'est là où je dis que du coup il faut peut-être avoir quelque chose d'un peu plus agile et plus global. On est sur un schéma aujourd'hui du logement social qui date quand même de plusieurs décennies. Moi, je suis passé par la Caisse des dépôts, donc je sais bien comment ces choses-là fonctionnent. Et ce mode de fonctionnement a très bien fonctionné, du coup, jusqu'à présent, pour offrir des logements à des moments où on en avait vraiment besoin, de manière massive, avec quelque chose de plutôt sécure, qui sécurisait à la fois les acteurs du logement et l'État, et du coup les Français, et avec un mode de financement qui était plutôt pérenne. Donc je ne rentre pas dans le détail, je pense que tous ceux qui nous écoutent le connaissent très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose de plus, je dirais pas plus moderne, mais en tout cas plus adapté à ce qu'on a comme configuration actuelle. Vous le disiez très justement, la part du logement dans le budget des familles est de plus en plus importante. Le logement social dans des territoires... On peut s'attendre à ce qu'elle le soit davantage encore dans le contexte actuel? Qu'elle le soit davantage, par ricochet forcément. Si vous dépensez plus pour ce qui est sujet aujourd'hui à l'inflation, suite guerre en Ukraine, augmentation de prix d'énergie, etc., il vous reste moins d'argent forcément
pour du logement, et la pression sur ce qu'on dépense sur le logement, même si le loyer ne bouge pas, est forcément plus importante. Ce que je veux dire par là, c'est que on a aujourd'hui, si on prend les zones tendues, où qu'elles soient, à Marseille évidemment, mais aussi ailleurs, ceux qui sont dans les logements sociaux ne sont pas forcément les plus pauvres. Ce qui peut paraître un peu surprenant, parce qu'on a créé les logements sociaux pour pour permettre aux personnes les plus modestes, justement, d'avoir un logement. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, vous avez des organismes type Solia qui se sont créés, vous avez l'hébergement d'urgence, vous avez ces dispositifs qui existent, et vous avez aussi des marchands de sommeil. Et une pression, du coup, sur le logement social qui devient de plus en plus importante. Les listes d'attente sont de plus en plus importantes. Avec tout, d'ailleurs, toute la difficulté pour ceux qui gèrent ces organismes HLM de pouvoir répondre à la demande, et ce sentiment de frustration de ne pas pouvoir exercer pleinement ses compétences et son métier, exercer son métier, de faire son métier dans de bonnes conditions en répondant à un vrai besoin social. Vous avez de PLAI à PLS, toutes les gammes de logements qu'on l'on peut avoir, où il faut tenir compte du foncier, etc. Et puis vous avez le logement libre et puis le logement privé. Bon. Je pense qu'il faut essayer de dépoussiérer un peu tout ça. Ça, on ne le fera pas tout seul. Voilà. Ça, je vous le dis, on ne le fera pas. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est qu'il faut le dépoussiérer. Ce que je pense aussi, c'est qu'on ne peut pas le faire sans les acteurs du logement social, mais aussi les Français, pour savoir ce qu'ils veulent aujourd'hui, notamment en termes de mixité sociale, parce que là, je pense qu'on n'est pas bon, et on n'est pas bon du tout. Et peut-être, je ne sais pas s'il faut appeler ça une conférence d'états généraux, je ne sais pas comment appeler ça, mais je pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur ce modèle-là. Il faut vraiment qu'on se réinterroge. À ce sujet, justement, Saïda Hamada, la loi Elan, on le rappelle, votée en 2018, qui devait simplifier, d'une part, les normes d'urbanisme, mais aussi améliorer l'accès au logement. Donc, comme vous dites, ce n'est pas évident, et ce ne sont pas toujours ceux qui en auraient peut-être le plus besoin qui y parviennent les premiers. Est-ce que cette loi, selon vous, n'a pas eu les effets attendus? Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette loi La loi, après, la loi, c'est vrai, s'impose à tous. Mais si je prends, par exemple, l'exemple des permis de construire, on peut décider ce qu'on veut au national en tant que législateur. Si au bout du bout, celui qui signe les permis de construire ne les signe pas, ou les signe pas assez vite, vous voyez ce que je veux dire? Donc les logements ne sortent pas de terre. Sur les projets de rénovation urbaine, on a multiplié par 2 ou 3. À Marseille, on est passé de 300 à 600 millions. On avait dépensé 300 millions en 15 ans. On met 600 millions pour les 3 prochaines années. Et on fait ça sur tous les territoires qui en ont besoin. Si derrière, il n'y a pas les permis de construire pour pouvoir rénover, on n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, et je pense que ceux qui nous écoutent le savent, l'ère des maires bâtisseurs, c'est terminé. Plus un seul maire n'a fait campagne sur « je vais construire des logements ». Il n'y en a plus. Et donc, pourtant, le Conseil général, il faut construire davantage. Exactement. Donc comment est-ce qu'on sort de ça? Donc je pense que sur certains territoires, moi je suis plutôt favorable à ce que le préfet reprenne la main. Quand vous avez des situations tendues qui mènent à ce qu'on a eu à Marseille notamment avec la rue d'Aubagne, ou à Bordeaux sur certains aspects. Véritable drame. Donc véritable drame. Je pense que là, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, entre guillemets, en tout cas de ce qui s'est passé, pour dire à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, il faut que le maire reprenne la main, notamment sur la question des permis de construire. Et puis après, de manière plus large, les aides à la pierre, etc., pour faire en sorte qu'on réponde à la demande. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrête de différencier. Et là aussi, on silote. Hein. C'est un peu une particularité française. Logement social, pas logement social, il faut qu'on soit plus agile là-dessus, y compris sur les aides. Moi, je me souviens d'avoir été à Trappes. J'avais lancé un groupe politique de la ville avec Nadjaye, d'ailleurs, qui est devenu ministre entre-temps. Et donc, j'avais décidé d'inaugurer, entre guillemets, ce lancement en allant sur Trappes. Région parisienne, on a choisi d'aller à Trappes. Et donc, je demande à Nadia, qui a grandi là, ça fait 5-10 minutes qu'on marchait, qu'on cheminait dans Trappes. Quinzaine, vingtaine de députés. Donc, je vous laisse imaginer les services de police comme ils étaient un peu... ils étaient un peu fébriles. Et donc, je lui demande... dis-moi, à quel moment est-ce qu'on entre dans ton quartier? À quel moment est-ce qu'on verra un peu les quartiers difficiles de Trappes, etc. Et elle me dit, mais ça y est, ça fait 10 minutes qu'on passe devant. Et en fait, ces logements sociaux ne ressemblent pas à des logements sociaux. Et ça, je pense que c'est une des clés aussi de la réussite des projets de rénovation urbaine. Quand vous passez devant un logement social, si vous reconnaissez ou vous arrivez à percevoir à distance comme ça que c'est un logement social, vous avez déjà à moitié échoué. La mixité sociale n'arriverait pas du coup à s'exercer et avec toutes les problématiques qu'on peut avoir. Idéalement, on ne devrait pas le voir.
il ne faudrait pas qu'on le voit. C'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu plus agile, il faut faire du diffus quand on peut. On a aujourd'hui des solutions, on peut faire en sorte que le terrain reste public et puis la construction est privée ou l'inverse pour après de l'accession à la propriété. Et je pense que là, du coup, les professionnels, ceux qui nous écoutent, mais aussi d'autres, ont ces astuces, entre guillemets, à la Caisse des dépôts. Moi, quand j'y étais, il y avait déjà des choses qui sortaient sur le viager, voilà, il y a des initiatives, des innovations qui existent et qui permettraient de répondre à la demande qui colle au territoire. Il faut le faire avec les collectivités, il faut le faire avec les élus, évidemment, il faut le faire avec les organismes sociaux, il faut le faire avec les bailleurs, il faut le faire avec les habitants, pour répondre tout simplement à la demande. Et là, on sera moins figé avec des choses qui du coup, lorsqu'elles sont lancées, nous amènent sur des pas de tir de 20 ans. Ouais. Campagne 2022, donc d'Emmanuel Macron. Je vais citer comme ça plusieurs propositions. Vous rebondissez sur celle que vous souhaitez développer. Rénovation des logements, vous en avez parlé. Il y a eu la fameuse prime Rénov', axe fort de la transition écologique. C'était présenté comme cela par le candidat, puis ça existait évidemment déjà. 700 000 logements, c'est ça le projet? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est un minimum, c'est un chiffre correct. C'est un signal, là aussi. Hein. Indirectement, c'est le pouvoir d'achat qu'on permet de travailler là-dessus, puisque les dépenses énergétiques sont importantes. Et on a démontré qu'il y avait sur la prime Rénov' un vrai succès, une envie, une attente, et qu'on répondait du coup à de vrais besoins. Ça a eu un vrai succès. On espère d'ailleurs la même chose sur les véhicules électriques. Moi, ce qui me semble important sur la question du logement social, si on se projette un peu sur la sociologie des Français, c'est notre capacité ou pas à anticiper sur le vieillissement de la population et sur la modularité possible ou pas des logements. Ça va être un vrai défi. Pas juste pour les logements d'ailleurs, mais aussi sur l'environnement de tout un chacun, si vous voulez. Pour reprendre Marseille, qui est du coup mauvais élève. Hein. On a une belle équipe de foot, mais là-dessus, sur la question de l'accessibilité, on est très très mauvais. Très mauvais. Vous ne pouvez pas circuler en poussette, fauteuil roulant, etc. à Marseille. C'est pas possible. Et donc, lorsqu'on crée du logement, il faut qu'on pense aujourd'hui à cet environnement-là qui sécurise. Le sentiment d'insécurité est né aussi de ça. Ce n'est pas juste les incivilités du quotidien, ce n'est pas les voitures qui se garent un peu n'importe comment, en tout cas pas que ça. C'est aussi le fait de ne pas se sentir en sécurité lorsqu'on circule, parce qu'une voiture peut nous percuter, ou parce que la poussette, il faut la descendre puis la remonter, parce qu'on a une canne et on sait que ça va pas passer, etc., etc. Et tout un chacun, on peut de manière définitive ou permanente être en situation de handicap. Et ça on n'y a pas suffisamment pensé. On n'a pas suffisamment anticipé. Pour les personnes handicapées. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Si on le fait pour les personnes âgées et les personnes handicapées, du coup, en situation de handicap, terme que je préfère, du coup, on arrive à le faire pour vous et moi, si jamais à un moment donné, on se casse une jambe, etc. etc. Et ce monde-là, du coup, qui apaise, l'environnement qui apaise, ça, c'est un élément qui, à mon sens, n'est pas encore suffisamment pris en compte, y compris dans les projets de rénovation urbaine. Je le dis, où on a eu, là aussi, des choses un peu descendantes. Voilà. Et quel doit être le rôle des acteurs de l'habitat social dans ce domaine particulier? Est-ce qu'ils peuvent agir sans les instances politiques, sans les municipalités, sans l'État? Ça, non, parce qu'évidemment, c'est un partenariat. Ils ont un rôle ce sont des outils, j'allais dire, de service public. Et donc, évidemment, sans eux, ce n'est pas possible. Et chacun dans son rôle, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Mais est-ce qu'ils peuvent faire davantage? Je pense qu'en termes là aussi, c'est peut-être un peu descendant. Bon, il y a l'USH, mais on pourrait... Moi, ce que j'aimerais des acteurs, et peut-être plus au niveau local que national, ou en tout cas les deux, c'est qu'ils soient force de proposition. Ils connaissent le terrain, encore mieux que personne, et parfois mieux que les élus. Parce qu'ils gèrent ces offices HLM, ils savent comment les choses se passent, ils connaissent la situation, et plutôt de manière fine d'ailleurs, la situation de ceux qui habitent dans ces logements. Et donc ils ont développé une expertise dont on a besoin. En même temps, nous, responsables nationaux, notre responsabilité, c'est de donner des orientations. Et de dire, voilà, au niveau national, comment la population évolue, voilà quels sont les besoins, notamment en matière de rénovation énergétique, mais pourquoi? Parce que derrière, on a aussi des problématiques environnementales. Et donc tout ça donne des axes et des objectifs qu'il faut ensuite arriver à conjuguer en commun. Voilà, avec les PLH, avec les outils de l'ANA, avec les conventionnements, tout ça pour faire en sorte d'arriver à l'objectif. Mais j'aimerais qu'on soit plus sur une obligation de résultats, mais de résultats tangibles pour les Français, parce qu'au bout du bout, le logement social ou le logement de manière générale sert à quoi? Tout simplement à loger des personnes qui en ont besoin. L'objectif, c'est que tout le monde puisse être logé. Si ça, c'est l'objectif, il faut qu'on s'entende ensemble pour savoir comment l'atteindre, et en sortant un peu des carcans sur lesquels on est, ou des habitudes qu'on peut avoir. Et qu'on soit plus agile, qu'on prenne du risque, parfois, qu'on innove.
Je pense qu'on pourrait avoir d'ailleurs des fonds sur l'innovation. La Caisse des dépôts, je pense, pourrait être un acteur plutôt intéressant pour le faire, financer l'innovation, ce qu'elle fait déjà d'ailleurs un peu aujourd'hui. Ensuite, pouvoir essaimer. Donc voilà, quand je parlais tout à l'heure de modularité, je sais qu'il y a des choses qui existent déjà aujourd'hui sur ce qu'on peut faire entre personnes âgées, moins âgées, sur justement ces expériences de vie seniors et puis étudiants, par exemple. La loi Elan, d'ailleurs, avait permis de faciliter cette modularité des logements. Hein, il faut que ça prenne. Ouais. Et ça ne se fait pas uniquement au niveau national. Autre proposition du candidat Macron, réélu président, sur les jeunes, vous avez parlé des seniors, c'est vrai, plus de logements, dit-il, dans les zones tendues et faciliter l'accès au logement pour les jeunes. On peut aussi parler des actifs en mobilité, hein, mais là vous venez à peu près de l'aborder. Et notamment, comme exemple, créer au sein du parc social des logements jeunes avec un objectif de 30 000 logements supplémentaires. Ça vous paraît une mesure prioritaire, celle-ci ? Moi, je pense qu'elle est extrêmement importante pour au moins une raison. C'est que ça répond à une problématique qui touche tous les territoires et à peu près toutes les familles. Je ne parle pas de celles qui sont très aisées. Mais moi, lorsque j'avais fait l'étude pour le compte du Premier ministre, entre guillemets, la mission qu'il m'a confiée, quand on parlait justement de logement, ce n'était pas le logement forcément sur place. C'était le logement de son enfant que l'on veut envoyer faire des études. Et donc, quand vous êtes en zone rurale, que vous êtes agriculteur, que vous ne savez pas comment va se passer l'année prochaine, même si aujourd'hui elle s'est relativement bien passée, ou pas d'ailleurs, prendre le risque d'envoyer son enfant à Paris, même s'il a le niveau, de prendre éventuellement un appartement, ou même en cité universitaire, mais d'avoir du coup un reliquat à payer, ça c'est un risque que vous ne prenez pas. Et même si vous ne le dites pas, votre enfant du coup ne le prend pas. Et c'est une limitation du champ des possibles qui, moi, m'insupporte. Voilà. Je pense que notre 21e siècle, c'est des choses qu'on ne peut pas et qu'on ne doit plus accepter. Et notamment pour les jeunes, là je parle des étudiants, mais ça vaut aussi pour ceux qui sont en apprentissage et tous ceux qui sont tout simplement en formation, qui essaient de se projeter dans la vie. La question du logement ne doit pas se poser. Elle ne doit pas se poser. L'objectif, il est même plus ambitieux, si je puis dire, que ce que le président pose, qui est déjà une première étape. L'objectif, c'est que l'enfant, peu importe où il est sur le territoire, y compris en territoire d'outre-mer, s'il a les compétences, le niveau pour aller à tel endroit, il faut qu'il puisse y aller, que la question du logement soit plus un sujet. Il y a une expérience qui me semble intéressante de citer, c'est que en Outre-mer, je crois que c'est en Martinique ou en Guadeloupe, en tout cas c'est aux Antilles, lorsque un enfant a le bac, un jeune a son bac, veut aller en France hexagonale, lorsqu'il fait ses vœux sur Parcoursup, il choisit aussi un appartement, au même moment. Et donc il n'y a pas la démarche de venir, de visiter, etc. Tout est fait en ligne et ça va en même temps. Et donc, en fonction de ses revenus, des revenus du parent, etc., il sait exactement si un reliquat, s'il n'y en a pas. Et donc, l'objet, justement, c'est qu'il n'y ait pas de reliquat, en tout cas le moins possible, et qu'il aille sur des logements, évidemment, convenables, adaptés à ses besoins, et qui lui permettent, dès qu'il quitte la Guadeloupe, la Martinique, d'arriver ici et d'avoir son logement, ses clés, il les récupère et il n'y a plus de sujet. Et ça, il faudrait l'élargir à tous ceux qui sont aujourd'hui en France hexagonale, et qui ont ces besoins. Moi, je n'ai pas fait mes études ailleurs qu'à Marseille et Aix-en-Provence parce que mes parents n'avaient pas les moyens de financer l'appartement. De vous envoyer. Je leur ai d'ailleurs même pas demandé. C'est pour ça que je dis qu'il y a une forme d'autocensure. Et puisqu'on parle des jeunes, puisqu'on parle des jeunes, Saïda Hamada, maintien de la diminution de l'APL, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour l'APL ? Bonne question, on verra avec le PLF. Comme vous le savez, elle n'a pas été très bien accueillie, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, mais vous savez, on est sur une... Et également, pour élargir un petit peu, maintien de la RLS, la réduction de loyer. Là aussi, je pense qu'il faut avoir quelque chose de... Loyer de solidarité, hein, je le rappelle. Oui, oui, loyer de solidarité. On a des dispositifs aujourd'hui qui ont un objet, qui est de faire en sorte que la charge du logement pour les Français, les plus modestes, soit contenue, donc limitée. Ça, par exemple, je pense qu'on peut et on doit le faire, pas seulement pour le logement social, mais y compris pour le logement privé lorsque les loyers sont encadrés. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça devienne une rente de situation pour les propriétaires privés. Mais pourquoi ne pas dire tous les Français, certains revenus, hein, il faut fixer la barre, mais tous ceux qui gagnent, je ne sais pas, moins de 1000, 1200, 1500 euros, savent que, quoi qu'il arrive, la charge de loyer ne dépassera pas 15-20%. Ouais. Et le poser comme règle. Après, on se débrouille sur la tuyauterie, on se débrouille sur le fait de limiter les loyers à tel ou tel endroit sur le privé, on se débrouille. Mais je pense que les Français ont besoin d'avoir des messages relativement clairs
Parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, et c'est pour ça qu'on rend les aides sociales obligatoires ou automatiques, pas obligatoires, automatiques, c'est qu'on n'y comprend plus grand-chose. Moi, je suis dans l'incapacité, lorsqu'on propose une situation, de savoir s'il a droit à l'APL, pas l'APL, Bien sûr. au RSA, pas RSA, etc. Et donc, il faut que tout ça soit automatique pour permettre justement à ceux qui sont le plus éloignés, qui sont souvent ceux, du coup, qui n'ont pas droit ou qui ne demandent pas ces aides-là, de pouvoir y avoir droit. Et RSA, vous avez 3 allocataires potentiels sur 10 qui ne le demandent pas. Pour l'ASPA, Oui, on sait ça. pour l'ASPA et minimum vieillesse, entre guillemets, c'est 1 sur 2. Et donc ça, c'est pas possible. C'est une trappe à pauvreté incroyable. Et donc lutter contre la grande pauvreté, parce que je ne dis pas que, évidemment, ils seront à l'aise, je dirais, avec ce qui sera versé, mais s'il y a ces minimums, ces aides sociales, c'est qu'elles en ont besoin, ce n'est pas un luxe. Et donc supporter que les personnes ne l'aient pas, ça, c'est pas normal. Alors je reviens un petit peu en arrière avec une réaction là qui vient de m'arriver. Vous avez affirmé que le logement social est créé pour les plus pauvres. Pas tout à fait d'accord, vous dit-on. La particularité du logement social, c'est la vocation. C'est quand même une vocation universelle au départ. Mais est-ce que, disant cela, vous pensez qu'on pourrait changer de paradigme et de spécialiser le logement social sur les plus pauvres? Parce que c'est une sacrée... Philosophiquement, c'est pas la même chose. Oui, non, c'est pas pour les plus pauvres. Parce qu'on parlait aussi, je savais que c'est un raccourci, et vous avez bien fait de me reprendre là-dessus. Entre PLAI et PLS, on voit bien que le... Ouais. Mais ça fait partie effectivement d'un débat récurrent. Mais on a quand même ce débat-là de savoir à quoi doit servir le logement social. Il doit permettre de loger. Parce que sur le logement, aujourd'hui, j'ai plus les chiffres en tête, mais énormément de Français y ont droit. Je sais plus, je crois que c'est 1 sur 2 ou dans ces eaux-là. Donc on a. Je crois que les 3/4 des Français peuvent en bénéficier. Les 3/4. Oui. Je n'avais plus les chiffres en tête. Donc du coup, le logement social. C'est pour ça que du coup, qu'est-ce qui est social, qu'est-ce qui n'est pas quand vous avez 3/4 des Français qui potentiellement pourraient y avoir droit. Ça devient compliqué. Donc je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait cette réflexion un peu en commun pour savoir ce qu'on veut faire du logement et du logement social et qu'on arrête de fonctionner en silo. On a une dernière étude là, que j'avais vue, notamment sur Marseille, où on voyait que dans le logement privé, en fait, vous avez été extrêmement concentré sur quelques familles ou quelques personnes. En fait, il n'y a pas des personnes qui louent du privé, enfin, il y avait quelques personnes qui ont énormément d'ADSI, etc., qui ont énormément de logements. Donc ça, ce sont des rentes de situation sur lesquelles il faut qu'on travaille. Est-ce que, ça c'est une question qu'on peut se poser. Plus de transparence, je le dis au passage, c'est aussi une proposition du président Macron dans sa campagne. Est-ce que les personnes, évidemment on est sur respect du droit privé, etc., mais est-ce que des personnes qui gagnent leur vie sur le fait de louer des logements, et parfois à des prix exorbitants, est-ce que c'est quelque chose qui, sur le plan éthique, peut continuer à être appliqué en France au moment où on a cette crise de logement, et notamment sur les zones tendues? C'est peut-être une question qu'il faut se poser aussi. C'est pour ça que je dis que cette réflexion, il faut l'avoir en commun. Je n'ai pas les réponses à tout, j'ai des intuitions, on va dire ça comme ça, mais je pense que ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Parlons du financement pour le logement social, construction, on l'a dit, rénovation. Est-ce qu'il faut faire appel à des financements privés pour financer le logement social, selon vous? Et je reviens sur l'actualité dans laquelle nous sommes quand même, le poids de la dette suite aux dépenses dues à l'épidémie de Covid et la situation difficile dans laquelle on va probablement se trouver avec une croissance réduite. Oui, après, il faut pas... C'est pas le logement social qui va apurer la dette. Hein. Bien sûr que non. Mais est-ce que ce contexte peut changer les choses? Moi, je ne le pense pas. Parce que l'objectif, quand on dit par exemple, objectif plein emploi, vous avez... Sur la dette, on regarde souvent un seul aspect de la fraction, si vous voulez, ou un seul. Il y a aussi le fait que si vous augmentez la richesse du pays, la dette, même si elle reste au même niveau, diminue. Et c'est ça l'objectif, en fait. Quand on a un objectif plein emploi, c'est dire évidemment redonner la dignité aux Français, mais faire en sorte que l'activité économique, comme elle augmente, fait que la dette, même en restant au même niveau, diminue en part relative. Parce qu'on considère, je ne sais pas pourquoi, que les choses sont créées. On a ce niveau de richesse aujourd'hui, et ça ne va pas bouger. On a démontré, y compris pendant le confinement, qu'on était capable justement d'augmenter le niveau d'activité. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc c'est pour ça que je pense, et je suis à la commission des finances, et je vois bien comment les choses se font, et je pense être plutôt raisonnable, la question de la dette ne se pose pas, en tout cas pas en ces termes. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des économies à tout va, on n'est absolument pas dans ce schéma. Absolument pas dans ce schéma. Et ce n'est pas le logement social, au moment où on parle de pouvoir d'achat et de difficultés des Français pour pouvoir payer leur loyer, de difficultés de construction de logement, qu'on va commencer à taper sur le logement social. C'est aujourd'hui pas un sujet.
Pour vous, c'est impensable. Pour moi, Et ce n'est la- pas un sujet. En tout cas, et moi, la je ne le question défendrai pas. du- Vous l'avez bien compris, je ne suis pas au gouvernement, je suis un parlementaire, parmi d'autres, jusqu'à juin, et puis on verra ensuite. Mais non, en tout cas, ce n'est pas une position que je défendrai. Et la question du livret A aussi, quand même, qui inquiète également. Le livret A très, très concerné, quand même, par le financement du logement. Là Ça aussi, rejoint- on voit bouger les choses. Ça rejoint la question que vous aviez sur privé, pas privé. En tout cas, tant qu'on n'aura pas revu les règles de financement de logement social, si elles doivent être revues, moi je pense qu'il faut qu'elles le soient, mais on pourra éventuellement avoir un peu de financement privé, mais pour ce qu'on appelle privé, hein, parce que la Caisse des dépôts, privé, pas privé, alors que bon, c'est une question qu'on peut se poser. Moi je pense qu'il faut que tout ça reste du public. Je pense que vous avez compris à peu près dans mes propos que je n'étais pas sur l'idée de libéraliser à tout va, de faire en sorte que le marché vienne prendre. Enfin, on n'est pas sur. Moi, je pense que là, on est sur le service public. Il y a un besoin en logement criant. Il faut au contraire que la puissance publique revienne en force sur ces sujets, qu'elle maîtrise les choses, et que donc on puisse avoir comme objectif commun d'offrir au XXIe siècle, ça me semble quand même un minimum, un logement à tous les Français qui en ont besoin. Encore une question, alors je me rapproche peut-être des organismes eux-mêmes, hein, des bailleurs sociaux, sur leur gouvernance, quelle doit être leur taille critique. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce qu'il faut un statut unique des organismes de logement Sur social? le statut, honnêtement, c'est pas trop à moi de me prononcer là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que la dernière loi sur le logement, on a fait le job entre guillemets. On a poussé à ce que les organismes se regroupent. On ne va pas aller plus loin. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Taille critique, c'est important pour gérer au mieux son patrimoine. On voit des territoires, en Bourgogne par exemple, où il est compliqué de gérer, parce que le remplissage n'est pas simple, et puis des territoires où c'est très tendu, où là au contraire, renouveler c'est compliqué. Et puis en plus, il n'y a pas de permis de construire, donc on ne sait pas où mettre les gens quand on rénove. Donc aujourd'hui, je pense que la taille critique, cette réflexion sur la taille critique, elle a été menée au moment où on a voté la loi, et ça c'est à mon sens plus un sujet. Après la question du statut, il y a une diversité de statuts aujourd'hui qui existe aux organismes HLM, afin de choisir. On est à peu près entre la Solia et puis du très public, ou du logement libre, et les deux à la fois. Aujourd'hui, les statuts existent. Moi, je n'ai pas de religion entre guillemets là-dessus. Ce n'est pas à nous, d'ailleurs, législateurs, de dire telle structure doit être gérée avec tel statut. L'objectif, c'est loger les Français là où ils sont avec des offres adaptées. Il faut laisser les acteurs s'adapter à ce qu'il semble au territoire et à ce qui semble pertinent pour le territoire. Question encore qui vient des organismes, justement. Et vous dites qu'il faut que la puissance publique maîtrise le financement. Alors on vous demande de développer un petit peu ça. C'est un thème intéressant, vous dit-on. Mais c'est-à-dire Maîtrise, aujourd'hui, via le livret A, on est quand même c'est de la puissance publique. Indirectement, et c'est un dispositif plutôt intelligent. Je pense que d'ailleurs, la Caisse des dépôts est jalousée d'ailleurs pour sa capacité justement à faire ce travail d'intermédiation et arriver à financer le logement social, même si ce n'est pas les seuls, mais en tout cas principalement avec les aides qui vont avec. Moi, je pense qu'on peut être encore un peu plus innovant. Aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin. Livret A, c'est un produit. Il peut y avoir peut-être d'autres moyens aussi de financer le logement social. Si on veut en faire une cause nationale, parce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut le mettre. En tout cas, il faut avoir cette ambition. On peut avoir la même ambition qu'on avait au moment où on a créé ce dispositif, qui était complètement innovant, et imaginer des choses qui aussi sont innovantes. Si des personnes gagnent leur vie, enfin des marchands de biens gagnent leur vie avec je ne sais pas combien de logements qu'ils louent, pourquoi pas les mettre aussi à contribution. Il faut imaginer des systèmes de solidarité qui permettent de redonner ces lettres de noblesse au logement et au logement social, et ne pas considérer que le logement peut être une source de rente. C'est aussi, d'ailleurs, si on reprend c'est aussi la philosophie qui nous a limite depuis le début. Parce que l'ISF, en fait, quand on a réformé l'ISF et on a gardé l'IFI, l'IFI, c'est quoi? C'est l'impôt sur les fortunes immobilières. Donc la philosophie, en fait, elle est à peu près la même, et on est plutôt cohérent là-dessus. On nous a beaucoup critiqué, l'ISF n'a pas disparu. On a gardé, en fait, ceux qui avaient de la rente immobilière, qui faisaient de l'argent là-dessus. Ce qui me paraît être plutôt ça, et le message n'a peut-être pas été bien entendu à l'époque, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on reste. Le logement, c'est un produit particulier. Il faut l'entendre. Voilà, il faut l'entendre. On ne peut pas espérer des rendements à 10, 15, 20% sur du logement. Il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter. Parce qu'on a des personnes, des Français aujourd'hui, qui ont besoin
d'avoir un logement, qui ont besoin d'être sécurisés. Et ça, au XXIe siècle, je le répète, il faut qu'on arrive au moins à sécuriser cela. Quand on disait une grande partie de la population s'inquiète effectivement des dépenses de logement, des ménages, est-ce que dans le personnel politique, vous avez le sentiment ce sont évidemment tous des élus locaux, que ça fait partie aussi de leurs préoccupations principales, avec plus ou moins de réponses évidemment à y apporter. Est-ce que vous avez le sentiment que ça traverse vraiment cette préoccupation-là? La question du traverse pouvoir aussi d'achat vos collègues, vos confrères, oui. La question du pouvoir d'achat, alors je dirais, En termes assez de naturellement, logement. je dirais, dans ma majorité, oui, tout le monde, il n'y a pas de... Non, de manière plus sérieuse, ça préoccupe tout le monde parce que... Et tous les élus, quels qu'ils soient. Parce qu'on est tous impactés indirectement par ça. Tous. Tous. On a tous soit un parent, soit un enfant, soit quelqu'un de sa famille qu'on supporte financièrement, qu'on aide, ou qui nous inquiète parce que ça peut basculer. On est tous concernés par ça, qu'on soit élu ou pas, qu'on soit... D'ailleurs, il y a une toute petite partie de la population qui n'a pas du tout de problème de revenus et qui voit ça de très loin. Mais tous les autres, vous interrogez un Français de la rue, tout le monde a cette inquiétude-là, et peut-être aussi pour lui. Et donc ça traverse tout le monde, cette question elle traverse tout le monde. La question c'est comment on y répond de manière pérenne. Moi je ne suis pas, alors que j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, que voilà, les aides sociales m'ont permis aussi du coup, et à ma famille, de pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui je suis député de la République. Moi je veux qu'on sorte de cet assistanat dans lequel on est encore trop ancré. Si on prend la polémique autour du RSA, moi qui me dépasse, honnêtement, je vous le dis, je ne connais pas un seul allocataire du RSA, j'en ai beaucoup dans ma circonscription, qui ne me disent pas j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Parce que quand j'entends les débats où on dit on va laisser l'allocataire du RSA, il ne faut rien lui imposer, ça fait 7 ans qu'il y est, avec ses 500 €, il va très bien vivre. Il faut arrêter avec ça. Moi, le plein emploi, je veux qu'il profite aussi aux allocataires du RSA. Et je veux que tous ceux qui y ont droit puissent l'avoir de manière automatique. Je veux qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Et qu'on arrête de... Enfin, c'est quand même de la bien-pensance, honnêtement, qui me gêne beaucoup, que d'estimer que ces personnes-là sont bien là où elles sont parce qu'elles ont eu cette allocation. Voilà. Il faut qu'on arrive à les sortir de là et on les parque, on les laisse à demeure avec cette allocation jusqu'à la retraite. Moi, ça me gêne. Voilà. Ce n'est pas la conception de la République. Si vous rapprochez ça de la question du logement, vous pourriez trouver des équivalents dans ce que vous dites là? C'est-à-dire rester dans des logements peut-être un peu trop, un peu plus qu'il ne faut. Non, mais ça c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet, et ça, c'est du coup une réflexion qu'il faut vraiment avoir. Vous avez les secteurs, je prends la ville de Miramas, par exemple. La question du logement social, est-ce que le logement social, c'est un passage? Ou est-ce qu'on y reste? Quand on y est, on y reste, et puis on peut y faire, à Marseille, les personnes y restent longtemps. Voilà. Et les maires, du coup, qui font tout pour que, justement, ce soit qu'un passage, se disent au bout du bout... comme en fait les personnes partent avec des meilleures situations, mais qu'elles sont remplacées par les personnes en situation plus précaire, leur boulot, c'est peut-être justement de gérer un SAS, qu'il soit maire ou responsable d'office HM. À un moment donné, on peut peut-être se dire, quel est le rôle du logement social aujourd'hui dans certains territoires? C'est peut-être une question aussi qu'il faut se poser. Et donc oui, SAS ou pas, est-ce que ça permet d'aller vers du mieux, ou est-ce que des personnes qui y sont depuis 5, 10, 15, 20 ans et qui veulent y rester ont le droit d'y rester ou pas? Sur le papier, ce n'est pas le cas. Mais dans beaucoup d'endroits, vous ne pouvez pas les sortir. Et vous ne le faites pas, parce que même socialement, c'est compliqué à gérer. Les personnes veulent y rester, veulent rester dans ce quartier, veulent rester. Donc voilà, c'est pas simple à gérer. On est sur les histoires humaines. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup au diffus, parce que ce qui manque dans ces territoires, c'est aussi la valeur de l'exemple. Pourquoi les personnes veulent y rester? Parce que c'est leur territoire. Mais aussi parce qu'il n'y a pas d'autres exemples de personnes qui sont parties, qui vivent bien, voilà. Ça les met, elles se sentent en situation d'inconfort, le fait de sortir de ces territoires-là. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à casser. C'est pour ça qu'on met les transports dans ces territoires, c'est pour ça qu'il faut avoir des projets de rénovation urbaine là aussi ambitieux qui cassent un peu les murs, qui ouvrent sur l'extérieur, pour que les personnes ne se sentent pas en danger lorsqu'elles quittent leur quartier ou leur arrondissement. Et alors justement, vous avez parlé d'innovation que vous souhaitez voir apparaître davantage, venant aussi bien de la part des élus que des bailleurs sociaux, que tous ceux qui ont des responsabilités dans ce domaine. Par exemple, parce qu'il existe déjà pas mal d'expérimentations très intéressantes, vous avez parlé des seniors, des jeunes, le logement inclusif, quelque chose qui existe, Est-ce que vous pensez que l'État, justement, pour le coup, devrait davantage accompagner financièrement ce type d'initiative, mais de manière massive? Est-ce que ça contribuerait à ce que vous dites d'un changement
vraiment significatif Qui accompagne, alors, je sais pas de quel. Je ne sais même au pas sein s'il de est vraiment. l'habitat Je sais même social? pas si c'est une question financière, du coup. Si c'est pas juste une question. L'essaimage, il n'est pas certain que ce soit juste une question financière. Il faut déjà savoir que ça se fait. Qu'est-ce qui existe ailleurs? Je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment Oui. bien au courant. Est-ce que le rôle de l'État, c'est pas justement de tirer toutes les expériences qui fonctionnent et de voir si elles peuvent fonctionner ailleurs? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe, par contre, sur. Soit on se dit on s'adapte au territoire, et donc il y a des innovations qui ne sortiront pas du territoire ou qui seront limitées à certains territoires. Soit on se dit les innovations ont vocation à être Oui, être généralisées. diffusé, oui. Mais du coup, on ne colle pas forcément aux particularités des territoires. Donc il y a un juste milieu à trouver. Donc ça, c'est le rôle peut-être aussi de l'État et des collectivités de dire à quelle échelle, du coup, on innove et comment est-ce qu'on essaime. Moi, je pense que ce qu'il faut par contre pérenniser, c'est un peu d'ailleurs comme pour la politique de la ville telle que je la vois. Le fonds politique de la ville, à mon sens, il doit servir à financer l'innovation sociale. Ou territoriale, peu importe, sociale et territoriale d'ailleurs. Et lorsque ça fonctionne, le droit commun doit reprendre le relais. Ça, c'est normalement ce qui doit se faire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que la politique de la ville, aujourd'hui, a un effet d'éviction sur les autres politiques publiques. C'est-à-dire, lorsqu'on a un élu, une collectivité, par exemple, qui est un élu à la politique de la ville, donc il a ses QPV, et tous les autres élus considèrent que les QPV, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe avec, et ça ne concerne pas les autres. Voilà, exactement. Mais avec une queue de budget. Et d'ailleurs, j'ai fait l'expérience. Vous allez à une réunion, et faites-la d'ailleurs si vous avez l'occasion de le faire. Vous allez à une réunion politique de la ville, et vous leur demandez, donnez-moi un sujet sur lequel vous n'intervenez pas. Moi, je l'ai fait, j'attends encore la réponse. Ils interviennent sur tous les sujets, avec quasiment rien comme budget. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis que la politique de la ville, à mon sens, elle doit être revue complètement. Elle doit servir l'innovation, et une fois que l'innovation s'est faite, soit ça fonctionne, on pérennise, et la pérennisation, c'est le droit commun, soit ça ne fonctionne pas, et on passe à autre chose. Et donc, sur le logement social, je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette capacité d'innovation et de financement de l'innovation, et que tous les acteurs, y compris État et collectivités, puissent regarder les innovations là où se font. Quand ça fonctionne, on se met en branle pour pérenniser, et on voit à quelle échelle. Quand ça ne fonctionne pas, on arrête et on passe à autre chose. Il faut qu'on soit capable d'être agile, parce que, y compris la population française bouge et bouge beaucoup, physiquement, enfin, géographiquement, mais aussi en termes de sociologie, et même de besoins. Et donc, il faut être capable de s'adapter à ces besoins. Et comment sortir du fonctionnement en silo que vous dénoncez? Parce qu'on a un peu accusé ce précédent gouvernement ou ce précédent président Macron 1 de fonctionner beaucoup en silo. Ce n'est pas votre avis? Ouais, enfin, moi, je pense que les silos, ils existaient avant qu'on arrive. C'est même le problème, c'est qu'on a du mal à les. C'est vous qui êtes là depuis 5 ans on déjà. a du mal à les faire bouger. Mais sur la question du logement, les pas de tir, ils sont tellement longs que 5 ans, c'est rien, quoi. C'est vraiment rien. Sur la question du logement, je n'ai pas sur les autres sujets, il y a toujours des choses à bouger. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte, évidemment, de ces fonctionnements silos. Une manière d'en sortir, à mon sens, ce serait de se fixer des objectifs, mais comment dire, des objectifs sociaux ou sociétaux à l'échelle d'un territoire. Quand je dis il faut mettre fin, telle qu'elle existe en tout cas, la politique de la vie, en tout cas fonctionner autrement, c'est pas enlever les budgets par exemple, parce qu'on m'a fait la critique, oui, mais tu veux du coup supprimer les 500 millions par an et puis les aides collectivités sur la politique de la ville, c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est que on arrête de ghettoiser ces territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou territoires d'outre-mer, parce que les problématiques sont à peu près les mêmes. Quand on parle désertification médicale, c'est le même sujet. Et sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux, entre deux territoires ruraux, vous allez répondre de manière différente. Et bien qu'on ait en fait ce travail d'écart à la moyenne, on a une moyenne nationale, on met des moyens sur les territoires où il y a des écarts à la moyenne, en ayant 4-5 objectifs, ceux que j'ai cités dans le cadre de la mission. Et lorsque ces objectifs sont atteints, on passe à un autre territoire, et on n'enferme pas les territoires dans les trucs ruraux, politique de la ville, etc. Des étiquettes en plus qui ne collent pas à la réalité, et qui créent des frustrations au niveau local, parce que d'une rue à l'autre, vous n'êtes pas dans la zone, donc vous avez une école qui va avoir des moyens, celle d'en face ne va pas en avoir, les gens ne vont pas comprendre. Enfin, voilà, c'est des découpages qui, à mon sens, sont trop rigides pour permettre d'être efficaces. Et je reviens à nouveau sur les 15%, hein, qui est un moment un temps important, y compris de votre vie politique. Si on le détaille un petit peu, je crois que je vous ai posé la question de l'échéance, vous ne m'avez pas tout à fait répondu. C'est pas évident d'appliquer ça dans ces fameuses l'échéance, elle est sur les futures trois grandes villes. Sur les futures constructions. Alors l'idée, évidemment, on ne va pas déconstruire pour reconstruire ailleurs.
Mais sur les futures constructions, l'idée, c'est que... Se pose la question du foncier dans le centre-ville, enfin, c'est quand même assez compliqué à résoudre. Oui, mais pas impossible. Et dans votre ville, par exemple, vous le voyez? Ça vous le voyez venir rapidement? Après, vous préemptez, vous faites votre job de maire, en fait. Oui. C'est pour ça qu'ils sont élus. Faites votre job de maire, c'est-à-dire que vous allez sur les territoires, vous regardez ce qui se vend, vous préemptez. Quand il reste du foncier, voilà, c'est vous qui y allez. Voilà, vous faites votre job de maire pour faire en sorte que les gens se rencontrent et se voient. Aujourd'hui, et je le vois dans les écoles, et pas qu'à Marseille d'ailleurs, cette mixité sociale, elle existe de moins en moins. De moins en moins. Et donc je pense qu'il faut, je ne dis pas l'imposer, mais en tout cas il faut la faciliter et en tout cas la pousser et être facilitateur sur ces sujets. Ça c'est un vrai sujet sociétal. Hein. C'est un vrai sujet. Vous savez, la richesse de notre pays, c'est quand même d'avoir eu des personnes qui venaient de territoires très différents. Marseille, c'est l'histoire de ces diasporas. Marseillais de souche, par exemple, ça n'existe pas. Enfin, c'est une aberration. Ça n'a même pas... Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez Marseille. Marseillais de souche, les gens sont Marseillais, peu importe d'où ils viennent. Et moi, je reprends d'ailleurs Ernest Renan. C'est regarder dans la même direction, plébiscite de tous les jours. C'est ça, être français. Dire vouloir construire ce pays. Et peu importe d'où on vient. Et on se construit comment et pourquoi. Moi, c'est comme ça que je me suis construit. C'est l'altérité. Hommes, femmes, des personnes qui ont des cultures différentes, qui vivent dans les familles différentes, qui voient des choses différentes. On va discuter avec un clone, ça apporte rien. Vous voyez, c'est le fait qu'on discute, comme on le fait là, qui fait qu'on avance, on réfléchit, on a des approches différentes, on commence à évoluer, on renforce son discours, ou au contraire, on dit finalement j'avais tort et puis on passe à autre chose. C'est ça qui fait qu'on construit un pays et que même une personne se construit. J'irai même plus loin. La nature pousse à l'altérité. Voilà. Quand vous avez les mêmes gènes, familiaux, etc., voilà, vous les mélangez, vous n'avez pas de bons résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pareil. Là, c'est pareil pour la vie. Il faut que vous alliez voir ailleurs pour construire. Et le pays se construit comme ça. Et donc, ne pas autoriser ou ne pas permettre ça aujourd'hui, ça, à mon sens, c'est ce qui peut, à terme, être un vrai fléau pour notre pays. Les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas. Ou ils le font par médias interposés. Et ça, c'est pas possible. Sur le long terme, c'est pas possible. On est obligé de recréer des espaces de discussion. Sinon, les gens ne se voient plus. Et tout ce que vous nous dites là, Amada, à l'instant, là, c'est très, très prégnant, enfin en tout cas on le repère bien dans la question du logement social, selon vous. C'est une bonne illustration. Ah oui, oui. Il y a 2-3 sujets sur lesquels vous pouvez avoir un impact direct et extrêmement massif. La question de l'éducation et du logement. Si on est parti sur l'éducation, dédoublement de classe, on continue à le faire, cité éducative, et puis à mon sens il faut le faire sur tout le territoire, c'est justement pour ça. L'enfant, quand il est jeune, il passe plus de temps à l'école qu'avec sa famille. Plus de temps à l'école qu'avec sa famille. Donc si vous ne mettez pas le paquet à ce moment-là, vous n'arrivez pas à construire le citoyen de demain. Et c'est pareil sur le logement. Parce que le logement, derrière, a des impacts sur la question éducative et a des impacts sur la question de la cohésion sociale. Voilà. Vous avez parlé du milliard à Marseille, qu'a promis le président Macron, on va terminer. Ce n'est pas une promesse, on l'a voté. Donc c'est plus une promesse. Voté, vous avez raison. On va terminer peut-être sur votre ville, qui vous est chère, bien sûr, et donc juste à l'orée de ce nouveau quinquennat. Où vont-ils aller en priorité avec cet argent? Est-ce qu'il s'agira de rattraper ou est-ce qu'il s'agira d'innover, pour reprendre un mot que vous avez utilisé plusieurs fois? Non, mais l'argent ira que sur ma circonscription. La 7e. J'exagère, mais à peine. Je vais vous dire pourquoi. Je prends la question parce qu'on m'a posé la question. Non, c'est une question importante. La question des transports. Désenclavé. La légitimité ou la raison pour laquelle on intervient, c'est parce qu'il y a des retards énormes. Si on ne le fait pas dans les zones où il y a des retards, et notamment les quartiers nord, on n'a même pas de légitimité nationale pour le faire. Sinon, tous les autres territoires pourraient demander aussi à être cofinancés sur les transports. On le fait à Marseille parce qu'il y a des retards. Et donc, de manière logique, cet argent, il ne peut aller que sur les quartiers nord. Et d'ailleurs, je l'ai fait dire au Premier ministre à l'Assemblée, je l'ai fait dire en réunion de groupe, je l'ai fait dire au ministre. Les choses sont claires. L'argent qui est donné par l'État ne pourra aller que sur le désenclavement des quartiers nord de Marseille. Et la même chose sur les écoles. Compétence exclusive des municipalités, exclusive. Et la même chose sur les logements? C'est exceptionnel. Je termine sur les écoles. Non, parce que c'est important. On met de l'argent sur une compétence qui est uniquement une compétence de la ville. Si on la met, c'est parce que les retards sont énormes. Et ils sont énormes où? Sur les quartiers nord de Marseille. C'est pour ça que je le dis un peu, c'est une boutade, mais en fait c'est le cas. Ma circonscription va être celle qui va être la mieux dotée par rapport au plan Grand Marseille. Et donc sur la question des logements, qui est évidemment une question importante et qui avait déjà été entamée, alors, les gens se disent est-ce que c'est plan Grand Marseille ou pas? En fait, ça a démarré avant. Depuis la rue d'Aubagne, on travaille sur la question du logement. Et on a mis, j'allais dire,
le paquet avec la rénovation urbaine en multipliant par 2 et même plus, parce que si on le prend sur l'échelle de temps, c'est beaucoup plus, le budget alloué à Marseille sur la question de la rénovation. Maintenant, il faut que les permis de construire sortent. Êtes-vous optimiste, Saïd Hamada? Par nature, sinon on ne fait pas de la politique. Bien. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'être venu à Parole Libre. Merci à ceux qui nous ont adressé des questions. Et on se retrouve pour un prochain rendez-vous. Merci, bon retour à Marseille. Merci.